Est-ce que vous connaissez vraiment l'histoire du Petit Chaperon Rouge? Je m'appelle Lucille et je vais vous parler aujourd'hui du Petit Chaperon Rouge, ce conte français très populaire, et des différentes versions qui existent. Donc le Petit Chaperon Rouge, c'est vraiment une très vieille histoire qui est issue de la tradition orale, c'est-à-dire que c'était des contes que les femmes, plutôt les femmes, racontaient à leurs enfants et à leurs petits-enfants, mais qui n'avaient jamais été réellement écrits. Donc à cause de ça, bien sûr, il y a beaucoup de variantes dans les contes de la tradition orale, puisque selon les familles, selon les générations, l'histoire pouvait changer un petit peu, selon les régions aussi. C'est en 1697 que Charles Perrault, un grand conteur français, a écrit l'histoire du Petit Chaperon Rouge. C'est une version qui a ensuite été énormément reprise et qui a aussi servi de base pour la version de 1812 des frères Grimm. Et à partir de là, il y a eu de plus en plus de versions écrites et revisitées du Petit Chaperon Rouge. Pourtant, donc, certains éléments ne vont jamais changer. Donc c'est un petit peu la base de l'histoire. On a toujours une petite fille qui va voir sa grand-mère qui est malade et qui lui apporte à manger et à boire. Donc, ce qu'elle apporte, ça peut un petit peu varier, mais il y a toujours à manger et à boire. Et pour aller chez sa grand-mère, elle doit toujours traverser un bois. Dans ce bois, elle va toujours rencontrer un loup. Et à chaque fois, elle va discuter avec le loup, puis le loup va être le premier à arriver à la maison de la grand-mère. Il va manger la grand-mère et utiliser ses habits pour se déguiser et se faire passer pour elle quand le petit chaperon rouge, quand la petite fille arrive chez la grand-mère. Et il va toujours réussir à manger la petite fille vers la fin de l'histoire. Parfois c'est la fin de l'histoire, parfois ça l'est pas, mais en tout cas il mange toujours la petite fille. Ça c'est vraiment les éléments qui sont immuables, qui vont vraiment être présents dans toutes les versions du conte. En revanche, il y a certains éléments qui ne sont pas dans toutes les versions. Et il y a surtout un certain nombre d'éléments qui étaient existants dans toutes les versions de la tradition orale et qui ont été supprimés par Perrault et par les frères Grimm ensuite. Et c'est un petit peu de ces éléments-là que j'ai envie de vous parler dans cette vidéo, en comparant donc les trois versions, tradition orale de manière générale, les versions les plus courantes, Perrault et Grimm, pour vous montrer un petit peu ce qui a été changé et ce qui a évolué. La première chose, c'est les vêtements de la petite fille. C'est Charles Perrault qui a donné vraiment le nom de Petit Chaperon Rouge à l'histoire, parce que donc, dans la version de Perrault, effectivement, la petite fille, elle va porter littéralement un chaperon rouge, et elle devient définie en fait par ce chaperon rouge que sa mère lui a fait. Dans la tradition orale, il n'y a pas forcément ce côté chaperon rouge. Parfois, elle a des habits qui sont en fait plutôt de fer. Donc, elle a des habits de fer et des sabots de fer. Et il y a toute une symbolique autour de ça, puisque dans l'histoire, dans la majorité des histoires, en tout cas orales, on lui dit qu'elle pourra partir de chez sa mère et de chez sa grand-mère quand ses habits de fer seront usés. Et en fait, la petite fille, elle a envie de partir, elle a envie de liberté. Et du coup, toutes les nuits, elle se lève et elle va frotter son habit et ses sabots contre le mur pour les abîmer et pour qu'ils soient plus vite usés et qu'elle puisse en fait plus rapidement partir et être libre de faire ce qu'elle veut. Donc dans la version originale, les vêtements ont vraiment une dimension plus symbolique, plus importante de liberté, d'envie de liberté, qu'on peut aussi rapprocher du passage donc, à l'âge adulte, que la petite fille a peut-être aussi envie simplement d'être adulte, que chez Perrault et chez Grimm, qui a repris aussi l'idée du petit chaperon rouge, on n'a pas ce côté-là, on a vraiment l'idée que c'est la mère qui a tricoté le chaperon, qu'elle l'a donné à la petite fille et que la petite fille l'adore et qu'elle le porte tout le temps au point que tout le monde dans le village l'appelle le petit chaperon rouge. Un deuxième élément qui est assez important, c'est dans le bois, quand elle rencontre le loup, il y a toujours deux chemins qu'ils peuvent prendre. Chez Perrault, le loup ne lui laisse pas le choix. Il lui dit « moi je vais par là, toi tu vas par là » pour aller chez la grand-mère, pas le choix. Chez Grimm, elle n'a pas trop le choix non plus, puisque le loup lui demande d'aller cueillir des fleurs en lui disant « c'est par là, va par là cueillir des fleurs » et du coup il prend l'autre chemin. Donc chez Perrault et chez les frères Grimm, c'est le loup
qui décide en fait des deux chemins, de quel chemin il prend et de quel chemin la petite fille doit prendre. Dans la plupart des versions donc orales, c'est l'inverse, le loup demande à la petite fille quel chemin elle veut prendre. Parfois ces chemins d'ailleurs ils ont des noms. Les noms ils varient, c'est pas toujours les mêmes, mais on retrouve assez souvent le même nom qui est le chemin des épingles et le chemin des aiguilles. Et donc à partir de là, il y a tout un tas de symboliques qui peuvent être associées aux épingles et aux aiguilles. On peut notamment retrouver la symbolique que les épingles, c'est quelque chose qui est fait donc, pour être plus joli, pour améliorer les vêtements, donc pour le côté vraiment un petit peu lié aussi à l'amour. C'était aussi parfois un objet de défense amoureuse, parce que ça pouvait être utilisé comme un petit poignard, vraiment mini poignard. Et donc les épingles, il y avait vraiment une connotation plutôt liée à l'amour. L'aiguille, elle a souvent une connotation qui est plutôt liée en fait au travail, et donc aux contraintes et à la vie domestique, etc. Et la petite fille, elle choisit pas non plus toujours le même chemin, selon les versions, mais majoritairement, elle va plutôt choisir les épingles, donc le côté plutôt à nouveau de liberté, amour, etc., plutôt que le travail et les contraintes. Donc on retrouve quand même un petit peu un thème, un fil conducteur, mais pour le coup, pour les deux chemins, voilà, il y a vraiment un choix qui est offert à la petite fille, et ensuite c'est un petit peu le conteur, la tradition orale selon la version, qui va choisir ce qu'elle fait, mais l'important c'est qu'elle a toujours ce choix qui lui est ensuite refusé chez Perrault et chez les frères Grimm quand le loup prend la décision à sa place. Un autre élément qui est essentiel dans les contes de la tradition orale, c'est le cannibalisme, qui est complètement absent pour le coup des écrits de Perrault et des frères Grimm. Donc dans toutes les versions de la tradition orale, il y a des éléments de cannibalisme, c'est-à-dire qu'à chaque fois, quand la petite fille elle va arriver chez la grand-mère, donc que la grand-mère a déjà été mangée par le loup, etc., elle va manger et boire des parties donc, de la grand-mère. Dans certaines versions, le loup a aussi accroché les intestins à la porte, donc c'est sur ça qu'elle tire en fait pour ouvrir la porte. Et donc ça c'est pas dans toutes les versions, dans certaines, mais par contre dans toutes les versions, une fois à l'intérieur, elle va dire au loup ou le loup va lui proposer, ça dépend, mais qu'elle a faim et qu'elle a soif, et donc le loup va lui proposer de manger ce qu'il appelle des gâteaux et du jus, ou je sais plus comment il appelle ça, et ce qui est en réalité donc des parties du corps de la grand-mère et le sang de la grand-mère. Et donc ça c'est quelque chose qui a vraiment été entièrement supprimé par Perrault et également par les frères Grimm qui n'ont pas non plus remis. Et donc dans la plupart des versions récentes, on n'a plus cette idée de cannibalisme et qui était pourtant donc vraiment très très importante et existante dans toutes les versions qu'on a pu en tout cas retrouver, qu'on connaît encore, de la tradition orale de ce conte. Enfin, la fin du conte va être différente donc selon les versions. Mais la version donc, du chasseur qui vient sauver la petite fille et la grand-mère, ça a vraiment été introduit par les frères Grimm. Dans la version de Perrault, tout simplement, la petite fille, elle se fait manger et c'est la fin de l'histoire. Il y a des versions de la tradition orale qui finissent pareil, avec simplement le loup qui mange la petite fille. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve aussi dans les versions orales une autre fin. Une fin dans laquelle la petite fille se sauve toute seule. Elle se sauve elle-même, elle se débarrasse du loup comme une grande. Dans cette version-là, en fait, quand elle comprend que le loup va la manger, elle lui demande de sortir pour aller aux toilettes. Le loup, il lui dit ok, pas de souci, et il lui attache en fait un fil de laine autour de la cheville parce qu'il veut pas qu'elle s'échappe. Sauf qu'une fois dehors, la petite fille arrive à enlever en fait le fil de laine, donc à se libérer, et elle court jusqu'à sa maison, elle rentre chez elle, et elle ne revoit du coup plus jamais le loup qui savait pas où elle habitait à la base. Donc dans cette fin-là, il y a vraiment un côté plus héroïque pour la petite fille qui arrive vraiment à se libérer toute seule et qui n'a pas besoin de quelqu'un d'autre et qui n'a pas besoin d'un homme pour la sauver. Donc la version originale en fait du Petit Chaperon Rouge, quand on prend un petit peu un mix des traditions orales et des éléments qui reviennent souvent, on trouve quand même plus un conte qui va parler donc aux femmes, du passage de la petite fille à la femme. Donc en effet, Charles Perrault, il a transcrit le Petit Chaperon Rouge en 1697. En fait, c'était un conteur en France et le roi, Louis XIV,
lui a demandé de retranscrire tous les contes de tradition orale français pour les avoir à l'écrit, etc. Et donc Charles Perrault, quand il a fait ça, il a censuré énormément de contes, donc il a supprimé énormément d'éléments qui étaient déstabilisants, on va dire, qu'il n'estimait pas appropriés. Et c'est lui, en fait, qui a un petit peu transformé ces contes qui étaient à la base des histoires pour adultes ou pour presque adultes en avertissements plutôt pour les enfants. Et donc la version de Perrault, c'est également la première version qui va utiliser des éléments qui sont ensuite quasiment toujours repris, notamment le dialogue entre la petite fille et le loup, donc où elle lui pose des questions et il répond. Donc par exemple, vous savez, le dialogue avec « Comme tu as de grandes oreilles, mère grand, c'est pour mieux t'entendre mon enfant. Comme tu as de grands yeux, mère grand, c'est pour mieux te voir mon enfant, etc. » Donc ce dialogue, qui est ensuite repris dans quasiment toutes les versions, c'est Perrault qui l'a écrit, qui l'a installé. Et enfin, donc la version de Perrault, elle se termine assez brutalement en fait, puisque on a donc la dernière question de la petite fille qui est comme tu as de grandes dents, mère grand, et le loup qui lui répond c'est pour mieux te manger mon enfant, et il la mange. Et c'est la fin. Donc c'est assez violent, assez brutal, mais les contes de Perrault, un petit peu comme les fables de La Fontaine grosso modo à la même époque, avait une morale, et donc dans la morale on retrouve en fait l'idée que c'est un conte d'avertissement pour les enfants et qu'il faut en gros se méfier des inconnus, que tout le monde peut être un loup. Donc là on est vraiment sur une dimension avertissement plus par rapport au danger des inconnus, etc. et principalement des hommes, mais on a perdu le côté passage vraiment de l'enfance à l'adulte. Et enfin donc la version des frères Grimm, elle date de 1812 et elle a été inspirée donc par celle de Perrault. Donc ils se sont inspirés de la version de Perrault et on retrouve du coup les mêmes éléments, le même dialogue avec les questions, etc. Mais pour la fin, ils ont un petit peu mixé la version de Perrault et un conte qui était allemand pour le coup, qui s'appelle La chèvre et les chevreaux, ce qui a donné cette version qui est également donc très très connue, bien sûr, dans laquelle le loup mange la grand-mère, la petite fille arrive, elle lui pose toutes les questions comme tu as de grandes dents, machin, il mange la petite fille, et puis il fait une sieste parce qu'il est fatigué. Et c'est là donc que un chasseur qui passe par là entend les ronflements et s'inquiète un peu pour la grand-mère parce que bon, c'est des bruits un peu bizarres. Donc il rentre et il trouve le loup endormi et il lui ouvre en fait le ventre et il fait sortir la petite fille et la grand-mère qui sont toujours vivants. Et donc dans certaines versions, en fait, il y a deux versions du conte par les frères Grimm. Donc la première qui s'arrête là, avec la petite fille et la grand-mère qui sortent du ventre du loup. Mais il y a aussi une deuxième version où quelques semaines, quelques mois plus tard, la petite fille, le petit chaperon rouge, elle rencontre à nouveau un nouveau loup, donc un deuxième loup. Mais cette fois, elle se fait pas avoir, elle refuse de l'écouter et elle court directement voir sa grand-mère. Donc le loup, bien sûr, l'a suivie pour pouvoir la manger. Et la petite fille et la grand-mère mettent en place un plan pour duper le loup et en fait à la fin il se noie dans la rivière. Et donc là on a le côté victoire de la petite fille et de la grand-mère. Donc il y a ces deux versions chez les frères Grimm. La plus connue ça reste quand même celle qui se termine simplement par le chasseur qui fait sortir la petite fille et la grand-mère. En tout cas moi c'est celle que j'avais le plus entendue quand j'étais petite. Donc voilà un petit peu pour cette présentation du conte. Donc en France, le petit chaperon rouge, aujourd'hui c'est un conte qui est toujours extrêmement populaire. Tout le monde le connaît. Tout le monde connaît cette histoire. Et les versions les plus connues, donc ça reste bien évidemment donc celle de Perrault, mais celle des frères Grimm est également très très connue en France. Quand j'étais petite, il me semble bien que c'était la version que je connaissais, avec effectivement le chasseur qui vient sauver en fait la petite fille et la grand-mère, tout simplement parce que ça apporte aussi le côté plus fin heureuse qu'on trouve normalement dans les contes, qu'on va trouver dans Cendrillon, dans La Belle au bois dormant, dans Blanche-Neige, etc. Et qu'on n'a pas dans Le Petit Chaperon Rouge si on s'arrête à la version de Perrault qui finit avec la mort de la petite fille, donc c'était peut-être un peu sombre pour les enfants, je sais pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses sur Le Petit Chaperon Rouge. Dites-moi en commentaire quelle est votre version préférée et si vous connaissiez déjà toutes les versions ou certaines, ou peut-être aucune. Moi, vous pouvez me retrouver donc sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, donc Lucille-la prof de français nerd, ou sur mon site internet friendsfornuts.com. À très vite!